Bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire un résumé rapide. Bref, on commence le film avec une phrase de Boris Vian qui aura son importance et on nous présente l'arrivée du président d'un pays dont il n'y a pas de nom. Ça me fait étrangement penser à cette BD de Spirou, mais ce n'est qu'une simple coïncidence. D'ailleurs, on va le nommer l'État aigleux. Vous êtes sûr qu'on est dans une démocratie là? Suite à cette foule, on a l'apparition d'un parfait inconnu qui a une mission à accomplir, tuer le président. Rien que ça. Par contre, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce plan. Toujours vérifier si on a un chargeur de balles à portée de main. Mais voilà qu'une autre personne qu'on ne connaît ni d'Adam ni Dave sort son parapluie et... Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! C'est là que la population est en délire et que certaines personnes fixent l'endroit où se situe le tueur présumé. On pourrait croire qu'il est cerné, mais voilà qu'il le retrouve dans une mauvaise position. C'est pas son jour, dites donc. C'est jamais son jour. Et c'est à partir de là que l'on découvre notre personnage principal, Henri Volney, interprété par Yves Montand, qui a du temps pour s'amuser. Donc on le suit dans cette commission composée de 6 personnes, lui compris, qui vont décider de conclure les faits établis du meurtre du président. Il conclut donc qu'il n'y avait aucun complot, donc l'affaire est réglée. Je suis profondément désolé, messieurs, mais je ne peux pas signer ce rapport. Oui, ça aurait été une fin tellement simple, mais sans cette intervention, il n'y aurait rien à raconter. Donc Volney décidera de rouvrir le dossier. Et après avoir montré tous ses talents sur un face-à-face télévisuel contre les 5 autres membres, et en étant très persuasif, que va-t-il donc se passer maintenant? Si l'un des 6 membres de la commission refuse de signer le rapport final, premièrement, la commission est dissoute. Deuxièmement, celui qui a refusé de signer reçoit les pleins pouvoirs pour reprendre l'enquête depuis le début. Mais dans quel pays on peut donner aussi facilement tous les commandements à un seul homme? J'appelle ça la France, mademoiselle. Ah, donc avec son équipe d'élite, ils vont reprendre de zéro tout ce qui a été dit sur le meurtre du président Jarry. Et par les données filmiques et audio qui lui ont été données, ils trouvent 9 témoins suspects qui regardent vers la direction opposée du drame. Quelqu'un les a peut-être appelés, tout simplement. C'est ça. Pendant qu'on tue le président devant leurs yeux, quelqu'un crie « Hey, Charlie !» et tout le monde se retourne en même temps pour regarder d'où vient l'appel. Et c'est là qu'en regardant image par image, ils découvrent leur Charlie. Puis après avoir visité les lieux où était Charlie, ils ont rappelé le témoin qui avait pointé du doigt l'immeuble, mais sauf que Volney lui montre les incohérences sur son témoignage. Monsieur Farnèse, ce quart de la télévision était exactement à cette place le jour du meurtre. Mr. T m'a l'air bien perdu, tout comme ces douilles du pseudo-assassin qui ne sont jamais à leur place. Comment expliquez-vous ce mystère? 3 douilles presque impeccablement alignées côte à côte. Je pense que c'est plus qu'un mystère, monsieur. Un véritable miracle. Assez discutaillé, passons aux actes. Donc après ces échafaudages, ses collègues ont retrouvé 8 des 9 témoins qui sont tous morts de façon mystérieuse. C'est donc ça l'expression « faire chou blanc ». Et lui? Il est mort de la fièvre afteuse, je suppose. Oui, monsieur, il n'a jamais fait parler de lui. Il s'est jamais présenté nulle part. C'est l'anonyme de service. Qui est-il? Où est-il? Nous n'en savons rien. Et après une annonce à la télévision, le 9e et unique survivant est retrouvé et les appelle. Donc après l'avoir retrouvé, Volney lui montre les fichiers S suspects jusqu'à ce que notre spectateur voit stupéfait l'homme au parapluie sur la liste des photos et qui se nomme De Palma Carlos. Je connais un autre de Palma qui est très bon pour nous mettre dans le suspense, mais il n'y a aucun rapport. Toutes ces informations mettent une pression énorme à notre cher procureur. Je pense qu'il a besoin de se détendre. C'est ce qu'il fera en suivant une personne qui tente de voir s'il peut tenir à la chaise électrique. Mais tout à fait! Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de M. Despol et la chaise de M. Rivoli. À un moment, j'ai cru qu'on était entré dans du sadomasochisme. À la suite de ce test hasardeux, on apprend que Daslo, le pseudo-assassin, a aussi suivi cette épreuve du combattant, mais en étant le sado. C'est surtout pour voir s'il était un bon chien-chien. Bon, c'est un peu perdu. Où en étions-nous déjà? Ah oui. Après ce moment inapproprié, on refait un petit récapitulatif tout en apprenant le vrai nom de Charlie. Je crois que vous pouvez l'appeler Luigi Lacosta, monsieur. On vient de repêcher sa voiture. Il avait reçu un coup de revolver de gros calibre en pleine face. Interpol vient de nous faire savoir qu'il était fiché comme tueur professionnel. Tueur professionnel? Mais pourquoi? Vous ne l'avez pas projeté devant Belloni l'autre soir? Lacosta n'était pas encore fiché par nos services de police. C'était un produit d'importation. Nique ta mère. C'est à partir de là qu'ils font de nouveau chou blanc.
et qu'ils vont se pencher sur De Palma qui a eu une aide haut placée malgré ses déboires avec la justice. Chacun a son Moretti pour sortir de ses emmerdes. Donc ils vont tenter d'aller rendre visite à ce haut placé en compagnie du père de Bernie. On a tous besoin d'une Opel bien tendue. Alors après avoir fouillé l'appartement, ils découvrent un tableau mal placé et seules 2 méthodes leur offrent à eux. En douceur ou en force? C'est ainsi qu'ils prennent la méthode dure. Ils vont donc mettre une petite musique pour adoucir le bruit avec un énorme zoom sur le placement de produit. Sony, la main qui va vous faire exploser les tympans. Sony, Sony, Sony. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Donc après lui avoir donné les documents, Volney, grâce à tout son appareillage, arrivera à décoder le message tout en apprenant la machination du processus qui a été accompli et son ampleur. Puis, pensant qu'il a enfin découvert la vérité, il appellera sa femme pour avoir du réconfort. Mais en s'approchant trop près du soleil, il se brûlera les ailes. Une des fins les plus terribles et inévitables. Et maintenant, musique alternative. En conclusion, I comme Icare de Henri Verneuil est un film paranoïaque et de complot assez fascinant en mélangeant réflexion et suspense. À chaque fois que je le vois, j'y décèle de nouveaux éléments qui me convainquent que ce film est toujours une œuvre à suivre pour nous permettre de nous questionner sur le genre humain et sa folie de tout contrôler. Mais tout d'abord, parlons d'un fait dont tout le monde a remarqué. Bien que ce film soit une fiction, il met en relief l'assassinat du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, ainsi que toutes les critiques faites sur la commission Warren, qui considérait qu'il n'y avait qu'un seul meurtrier. Parce que lorsqu'il y a 2 assassins, on appelle ça un complot. Et par cette recherche du complot, il met aussi en avant toutes les théories qui ont été soumises à l'époque sur les suspicions du procureur Jim Garrison, qui est justement l'inspiration essentielle du personnage de Yves Montand. D'autres inspirations se mettront en bloc, mais ce sera pour plus tard. Il faut aussi se rappeler qu'on est à une époque où il n'y avait pas internet, et que seules les intuitions, les informations télévisuelles et papier formulaient cette théorie avant de trouver enfin des preuves tangibles sur cet assassinat. La phrase de Boris Vian en début de film veut tout dire. Puis, rien que le nom du tueur d'Aslo, si on le remet à l'endroit, ça fait Oswald, le tueur présumé de Kennedy. Tout est là pour nous raconter un énième film sur le sujet, mais ce n'est pas ce que veut le réalisateur. Mon propos est de prendre l'événement comme toile de fond. Si cet événement peut nous amener quelque part. Si l'événement doit rester tel qu'il est, ça ne m'intéresse pas. Mais si, grâce à cet événement, nous pouvons nous envoler un petit peu et aller vers une réflexion, alors là, je suis partant, et c'est comme ça, d'ailleurs, on dit dès le début du film que cette histoire est vraie, etc., mais la fameuse phrase de Boris Vian, qui donne bien... Cette histoire est vraie puisque je l'ai entièrement imaginée. Voilà. Et donc, par ce postulat de départ, il lui a fallu près de 3 ans pour confectionner le scénario du film. Mais on peut aller bien plus loin parce que l'histoire qu'on a eue ne fut que le 3e résultat d'écriture, c'est-à-dire son ultime conclusion. C'était une longue analyse de la thématique qu'il voulait faire pour pouvoir enfin achever sa conception scénaristique. Et c'est en compagnie de Didier Decoing, fils du cinéaste Henri Decoing, qu'il pourra parfaitement compléter ce scénario. Donc une famille qui s'y connaît en polar et en suspense. Et le fait de prendre un scénariste qui n'a écrit qu'un seul film pour Carnet pourrait être un risque, mais ce ne fut pour moi pas le cas. Puis vu que Decoing a été auteur de plusieurs ouvrages dans les années 60 jusqu'à maintenant, ça ne m'étonnerait pas que Verneuil, étant un fin lecteur, n'ait pas lu l'un de ses livres pour s'y intéresser et lui demander son aide, sans que ce soit en rapport avec son nom. L'écriture se ressent par l'authenticité de son histoire. Et le rythme des dialogues comme il connaît si bien ne nous a jamais fait perdre une seconde du temps à l'écran. Ça montre que même sans avoir Audiard ou Weber, il peut réussir à donner des phrases assez percutantes. Et puis sur toute sa filmographie, je le rappelle, il a participé sur plus d'une vingtaine de ses films au scénario. Donc lorsqu'il réalise un film, il est impliqué sur toutes les étapes. Et comme dans beaucoup de ses longs métrages, il essaye toujours de trouver une logique dans le scénario pour qu'on soit surpris. Il y a toujours un moment dans le film où on ressent un certain mou pour qu'on retrouve de l'adrénaline, une pulsion après un événement qui va basculer le récit. On a la conclusion de l'affaire, Volney refuse de signer. On retrouve les 8 des témoins, ils sont tous morts. On retrouve l'identité du vrai assassin, il se fait tuer avant, etc., etc. Tout est parfaitement dosé pour qu'un incident ait une logique dans l'histoire. Et pour celui-ci, il sera bien plus déterminé que sur ses autres superproductions. Puis de sa façon technique à filmer un plan, il avait quand même un énorme livre noir qui détaillait sa séquence et qui lui servait à savoir où placer sa caméra et ses comédiens. Les plans sont absolument précis,
avec la caméra, ce que doit faire la caméra, ce que doivent faire les acteurs, ce qui ne m'empêche absolument pas, une fois que je suis sur le terrain, de reconsidérer tout ça, mais à l'intérieur de la mise en scène qui a été prévue initialement. Il offre encore une fois des plans de cinéma assez rarement vus dans le monde audiovisuel français, comme par exemple l'utilisation du simplifilm, qui est mise en avant sur la séquence de l'assassinat du président, où chaque endroit du plan est parfaitement net pour ne pas être dans le flou. C'est-à-dire que vous avez le fusil en premier plan qui est net, vous avez dans la lunette le grossissement du président qui est net, et à 300 mètres en bas, vous avez le même président et la foule net. Quand on prend une photo, seul le sujet photographié est net, le reste est flou. Ou si l'arrière-plan est net, c'est évidemment, le sujet qui est vous flou. faites le point ou sur le premier plan ou sur l'arrière-plan. Mais pour avoir à la fois le premier plan et l'arrière-plan net, alors là, c'est le moment de saluer celui qui a inventé ce principe, qui est notre grand-père à tous, Méliès, qui avait tout inventé. Il avait absolument résolu le problème. Et tout le long du film, on a cette oppression de cette ville de fiction tournée une bonne partie à la Défense et à Cergy-Pontoise. L'architecture de cette capitale donne une telle froideur et un impact sur les plans pour qu'on soit dans un autre monde, un autre univers, une autre vie. Le pays dans lequel se situe cette action est un pays imaginaire. Il faut donc une architecture et une ville qui soit une ville de n'importe où. Ça peut être New York, ça peut être Paris, ça peut être Montréal, ça peut... Vous voyez ? Même lorsque ce n'est pas un pays réel, il nous fait voyager. On voit que depuis le clan des Siciliens, il a cette recherche d'une mise en scène très spécialisée pour montrer l'évolution technologique, d'où les appareils de Volney dans son bureau. Il a une façon de filmer ses personnages comme des pantins, des robots. De ce fait, il nous présente l'évolution de l'humain vers la machine qui perd peu à peu son humanité. Et pendant ces 2 heures d'enquête, pas le moins du monde, la minute, la seconde ne sont utilisées à mauvais escient. Chaque plan est réfléchi, travaillé et nécessaire pour que rien ne soit laissé au hasard. Ça a apporté, et c'est assez constant dans la filmographie de Verneuil, une atmosphère. Quand il oublie de faire de l'ambiance, il fait un cinéma moins bon. Mais tant qu'il fait de l'ambiance, de l'atmosphère, il peut prendre n'importe quel sujet, il est génial. Même l'expérience Milgram en milieu de film, qui pourtant arrête complètement l'investigation pour être clairement sur l'analyse de ce test de A à Z, est importante pour comprendre la psychologie du tueur. Je pense même que c'était principalement ce sujet qui l'intéressait et non l'assassinat et le complot qui en découle. Il a même rencontré l'inventeur de cette expérience, Stanley Milgram, pour tout comprendre de sa fonctionnalité. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'expérience Milgram ? L'expérience de Milgram, c'est donc une sorte de test psychosociologique réalisé par Stanley Milgram entre 1960 et 1963. Le protocole de l'expérience est finalement assez connu aujourd'hui. Lors de chaque session d'expérimentation, Milgram va donc recruter 2 individus lambda. Alors vous êtes monsieur Rivoli? Oui, monsieur le professeur. Pour leur proposer de participer à une soi-disant expérience sur la mémoire. Le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despol, vous allez lire à monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Ah oui, d'accord. À chaque fois que le sujet élève se trompe, le sujet moniteur lui inflige une décharge électrique de plus en plus violente. Sauf que monsieur Milgram est en fait un gros pranker. L'expérience ne consiste évidemment pas à tester les capacités de mémorisation du sujet élève, qui est en réalité complice de l'expérience et qui ne reçoit donc aucune décharge réelle. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despol et la chaise de monsieur Rivoli. Et monsieur Despol n'en sait rien. Le véritable sujet de l'expérience est en vérité le moniteur lui-même qui exécute les ordres de l'expérimentateur. Premier mot, bleu. Ciel! Ciel bleu. Le vrai but de l'expérience de Milgram est donc de mesurer le degré de soumission du sujet à ce qui présentement lui sert de figure d'autorité. Veuillez poursuivre, monsieur Despol. L'expérience de Milgram mettra en évidence qu'une grande partie des personnes testées, plus de 60%, pousseront l'expérience jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'ils iront jusqu'à infliger jusqu'à 3 fois 450 volts à l'élève. Si l'expérience de Milgram a eu un retentissement aussi important, c'est certainement parce qu'elle est dans un contexte très particulier. On est post-Seconde Guerre mondiale et donc post-Holocauste, au moment où toute une partie de l'humanité se demande comment on a pu en arriver là. Plus précisément encore, l'expérience de Milgram a lieu à peu près au même moment que le procès d'Adolf Eichmann, l'homme jugé responsable de l'organisation de tout le dispositif de la solution finale et donc de la déportation et de la mort de centaines de milliers d'êtres humains.
Et c'est lors de ce procès que la philosophe Hannah Arendt développera son concept philosophique sur la banalité du mal. The banality of evil. En soutenant notamment le fait qu'Eichmann ne serait pas ce monstre cruel, maléfique et antisémite que tout le monde voudrait voir, mais simplement un fonctionnaire zélé, appliqué à bien faire son travail. That he had no intentions whatsoever, good or bad. That he had only obeyed orders. Hannah Arendt ira jusqu'à qualifier Eichmann de personne médiocre. Il n'est pas du tout effrayant. C'est un être médiocre. L'expérience de Milgram vient d'une certaine façon révéler cette médiocrité constitutive de tout être humain, et notamment notre capacité à nous exclure de notre propre humanité, c'est-à-dire en devenant agent exécutif d'une volonté étrangère, nous rendant ainsi incapables de penser, et notamment de penser la question du bien et du mal. That the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. Et si cette question vous intéresse, je vous conseille le film documentaire Le Jeu de la mort. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la zone extrême. Qui recrée l'expérience de Milgram sous forme d'un jeu télévisé. Il y a une décharge de 300 volts, ça me fait un peu mal, je sais pas ce que je fais. Je suis vraiment désolée. C'est involontaire. Où la figure d'autorité n'est autre que la télévision elle-même, incarnée par la présentatrice. Ne vous laissez pas impressionner, continuez. Sinon, il y a aussi le film Compliance, qui réunit cette question de la banalité du mal et de la soumission à l'autorité en reprenant un fait divers particulièrement sordide où un type au téléphone se faisant passer pour une figure d'autorité va réussir à faire des choses absolument abominables aux employés d'un diner. This is Officer Daniels with the police department. I have a woman here saying one of your employees took money out of her purse. You have a young lady who works at the register, about 19 years old, blonde. I'm gonna need you to address me as sir, understand? Yeah. I'll do everything, that you need. Je rends maintenant la parole à celui qui fait figure d'autorité dans cette vidéo, le bolimenteur français. Merci beaucoup pour cette analyse, monsieur Moon237. Foncez voir sa chaîne, elle est géniale. Et il a un gros nounours en sa compagnie. Je crois qu'il est vivant. Pourtant, je me dois d'admettre de mettre un point de vue opposé sur ceux qui n'ont pas aimé cette partie du film. Ils trouveront sans doute que c'est hors sujet par rapport au thème principal qui devrait être l'assassinat de Kennedy. Peut-être qu'il met trop de thèmes pour élargir son étude psychanalytique et qu'il peut perdre les spectateurs. On va de cet assassinat à l'expérience Milgram pour se terminer sur une autre vérité en parlant de ces agents de la CIA qui ont détruit des pays démocratiques de l'Amérique latine pour empêcher l'arrivée du communisme et mettre en place des dictatures. Toutefois, pour moi, ça reste cohérent grâce à sa manière de raconter son histoire sans que ce soit limpide. Et puis, bien que j'ai adoré le film, il faut aller dans plus d'objectivité et donc je me dois d'écouter les remarques. Ça me fait quand même mal de le reconnaître, mais cette personne a raison sur cette perte de repère du sujet principal du film ainsi que du suivi du personnage. Dans la question du complot, le personnage central c'est Garrison. Donc c'est Volney. Dans la question de l'expérience de Milgram, le personnage central c'est Oswald. Et là où le film est problématique, c'est qu'il ne sait pas choisir son personnage central. Soit le personnage central c'est Garrison, auquel cas Oswald est quelqu'un de relativement, on pourrait dire, accessoire, et l'expérience de Milgram n'a pas lieu d'être. On s'en moque de savoir pourquoi, ni comment, etc. Ce qui compte, c'est la vérité politique de l'histoire. Or, la vérité politique de Icom Icare aboutit à quelque chose d'assez général. En gros, voilà, il y a des forces obscures, économiques, politiques, etc., qui tentent d'agir dans le monde pour avoir des zones d'influence. Politiquement, disons qu'on a connu plus précis, plus affûté. Là, il y a une telle généralité. En fait, dans l'accusation, à force d'être trop large, l'accusation ne vise en réalité plus rien. On aboutit à une forme de
presque de cliché un peu général, à savoir on nous ment. Disons que c'est pas à la hauteur de la reprise d'assassinat de JFK qui lui aurait demandé qu'on aboutisse à une vraie explication, comme les films américains l'ont fait. Là, ce qui est drôle avec le film de Verneuil, c'est que plus le film en fait progresse, plus il s'élargit comme une sorte d'entonnoir, on pourrait dire inversé, et à la fin il ne vise plus personne. Et on voit bien que Verneuil et Decoing, à mon avis, n'ont pas réussi en réalité à suturer leurs deux passions de départ. Et je pense que ce contresens entre qui voudrait faire croire que on peut rabattre la conspiration ou le complot à la question de la banalité du mal ne marche pas et fait que le film se retrouve à un moment dans une impasse. C'est fini ? Bon vu qu'on reste sur le côté négatif, bien que les dialogues soient très bien travaillés, il est possible qu'à certains moments ce soit trop explicatif, beaucoup trop. Alors que sur ce film de dossier, c'est évident qu'il faut tout expliquer pour nous faire ressentir le doute et les incohérences de ce meurtre, mais peut-être qu'il a un poil trop exagéré. Comme cette partie d'infiltration où Roland Blanche dit tout ce qu'il faut faire pour ouvrir une porte ou un coffre. Alors que simplement le montrer avec peu de dialogue, ça aurait tout amplement suffi à comprendre. On peut carrément se retrouver dans un shonen où le gars t'explique toute la technique pendant qu'il se bat. C'est un détail, mais qui peut néanmoins déranger certaines personnes qui veulent aller directement sur l'action. Verneuil a quand même toujours cette façon de réussir à ne jamais ennuyer son public par d'autres manières que le texte. Les livres et les films sont importants pour approfondir ce monde. Vous savez, quand l'imaginaire ne prend pas sa source dans la réalité, ce n'est pas très bon. Il n'y a pas de frisson ni de suspense sans le vrai ou le vraisemblable, monsieur Mallory. Bon, maintenant que tout est dit, revenons sur du positif. Ensuite, parlons du genre qui était vraiment en pleine expansion durant cette décennie des années 70, le genre du thriller paranoïaque et de complot. Un genre qui s'est d'abord déferlé dans le cinéma américain des années 60, puis 70, après la mort de Kennedy, en montrant la désillusion du rêve américain et le doute de son gouvernement. Ces sujets ont tous pour but de montrer l'ennemi non de l'extérieur, comme le communisme, mais de l'intérieur. Selon Ray Pratt, la paranoïa est une crise de l'interprétation. Il s'agit d'un mode de connaissance, de perception, qui cherche à répondre au désir de faire sens à ce qui ne fait pas sens. En plus d'encoder la crise de confiance de la période, les films de complot tentent donc de fournir, selon David Boyd et R. Barton Palmer, des résolutions textuelles à des traumatismes socio-historiques insuffisamment expliqués. La spécificité de ces films, c'est qu'ils mettent toujours en avant un complot où le système établit une puissance cachée est le propre ennemi du personnage principal, qui est à la recherche de la vérité et est en plein doute, en plein questionnement de la réalité, en pleine paranoïa. Le protagoniste est écroué souvent dans cette spirale de folie. Soit il accepte ses échecs et reste dans le jardin imaginaire, soit il meurt en ayant au moins su de quoi il était question. C'est souvent des fins ouvertes. Quand on est au bas de l'échelle, on ne fouille pas dans le tiroir du haut. D'où la fin évidente de Volney à l'achèvement du film. Donc Verneuil, comme à son habitude, arrive toujours à mettre l'évolution du cinéma américain dans ses films. De ce fait de ses inspirations, un film américain m'a montré des similitudes sur son Icar avec À cause d'un assassinat ou The Parallax View de Alan J. Pakula. À la différence d'un procureur, on suit un journaliste, joué par Warren Beatty, où il a, après l'assassinat d'un député, tous les témoins du meurtre qui se font tuer un à un, sans avoir d'explication, jusqu'à ce qu'il enquête et qu'il trouve un complot. Et par cette enquête, il trouvera une organisation et une technologie de manipulation assez similaire à celle de l'expérience Milgram, où on lui projettera des mots et des images pour bien manipuler son esprit, et pour être ensuite dans l'engrenage de la conspiration et devenir un suspect équitable qu'on doit éliminer. Il est toujours difficile de savoir, quand un film fait des références à d'autres films, si c'est un hommage ou un plagiat. Mais pour ce qui est de Verneuil, je pense qu'il prend grandement ses grosses inspirations pour nous emmener vers autre part. D'où le cas de ces réalisations qui réussissent toujours à être des films très américanisés, tout en gardant quelque chose de typiquement français dans son univers, avec le phrasé bien Frenchy de ses personnages. Non, je pense qu'un film où l'on peut voir une plus grosse ressemblance, c'est bien Z de Costa Gavras. Bien sûr, sur celui de Gavras, il adapte le livre du même nom de Vassilis Vassilikos qui traite de l'assassinat du député grec ainsi que du régime des colonels. Henri Verneuil a un peu mis en avant ce régime dans Le Casse avec Omar Sharif qui joue ce flic véreux au service du pouvoir. Donc bien que ce soit une adaptation, Gavras s'aide de faits réels. Alors pourquoi je dis qu'il y a des ressemblances ? On a déjà dans les deux films Yves Montand où il joue la victime dans l'un et l'enquêteur dans l'autre. Le choix de Montand n'est pas un simple hasard pour moi. On a ensuite l'enquête du meurtre de cet homme politique et un complot qui s'y découlera à l'intérieur de la recherche pour s'attaquer à un système
corrompu. On a aussi clairement une véritable similitude entre celui de Jean-Louis Trintignant sur son look et celui de Montand, bien que sa façon de procéder soit différente de son compère, car Trintignant au départ était un homme au service de l'État qui suit parfaitement les règles. Les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves! On peut juste se dire qu'au fil de son observation des faits, il se mettra aussi à douter, tout en gardant une confiance inébranlable pour son pays. Il y a aussi ces nombreux flashbacks qui permettent aux deux œuvres d'avancer et d'avoir une réponse, donc une quête de la vérité, mais où cette vérité sera complètement ébranlée lorsqu'on s'approchera de la fin de toute cette affaire. Ils ont eux. Merde, qui? Cherchez pas. Surtout pas. Je pense que ce qui peut les différencier, ce sont les sujets qui ne sont pas totalement les mêmes et leur manière de mettre en scène leur histoire. Et surtout, il était très de gauche. Oui, ça a dû bien jouer. Pour Gavras, on est plus sur le côté sauvage et documentaire du métrage. Ce qui fait qu'on peut voir comme quelque chose d'inexpérimenté, mais ça amènera à donner plus de vrai, plus de réel dans ce qu'il montre. Tandis que pour Verneuil, la mise en scène est assez propre pour complaire cette noirceur de l'intrigue et appuyer sa fiction. Puis quand tu sais que Costa Gavras a été assistant réel dans un des films de Verneuil, Un singe en hiver, il y a un lien qui ne peut pas être enlevé. Bon, autre point qui peut les différencier, c'est que dans Z, il n'y a pas l'expérience Milgram. Enfin, c'est logique. Bien que cette façon dont les généraux contrôlent le peuple et ses soldats, il peut y en avoir, mais sans que ce soit montré. D'ailleurs, je peux voir entre ces deux longs métrages un diptyque intéressant du film de dossier. Ils ont en plus pour chacun une lettre en grand sur l'affiche du film qui définit l'histoire. Puis entre ces deux films, il y a eu un bon nombre de ces films de complot en France où je considère que I comme Icare fut le fin mot de cette histoire, bien qu'après les années 70, ce genre ne s'est pas arrêté. Mais à mon humble avis, il y en a eu moins qu'à cette période charnière de la paranoïa qui était beaucoup en rapport avec JFK ainsi que de la dépression qui y découlait dans le pays. Même chez nous, il y avait une fin de rêve avec la fin des 30 Glorieuses. Mais bon, on peut dire que cette crise c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Tout ça pour dire que à la fin, il y a une forme de lassitude qui est arrivée aux États-Unis et même en France au milieu des années 70. Et le I comme Icare, en fait, se fait l'écho de ça. Bref, pour avoir une parfaite trilogie sur cette affaire, je me dois de mettre en avant le JFK de Oliver Stone qui a fait une globalité générale de tous ces éléments qui ont engendré ce questionnement sur la mort de Kennedy. Il fera même revenir le cinéma paranoïaque dans les années 90. Sans doute parce que la fin d'un siècle a fait revenir cette peur. Mais il n'empêche qu'avec celui de Stone, il y a une boucle qui se termine sur ce complot en particulier. The how and the who is just scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia. Keeps them guessing like some kind of parlor game, prevents them from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Who? Oui, il y a beaucoup de choses que j'extrapole beaucoup, qu'on peut vraiment en perdre la tête. Non, tu crois? Revenons à notre film. Il y a une chose qui est ma foi pertinente. C'est le choix d'avoir pris, à part Yves Montand, que des acteurs et actrices méconnus pour se parfaire dans ce milieu hostile. C'est-à-dire que nous avons essayé de casser un petit peu cette liste routinière du cinéma, où on voit à peu près toujours les mêmes acteurs. Et là, nous avons 65 comédiens. Donc, à part Yves, 65 comédiens qui ne sont pas très connus du public cinématographique. Et je crois que ça donne un climat de vérité dans le film. Bon, si on s'y intéresse un peu au cinéma français, on reconnaît quand même Roland Blanche, Pierre Vernier, Jacques Denis, etc., etc. Mais ils faisaient tous partie de cette classe de second couteau où Verneuil arrivera à leur donner à chacun une scène mémorable. Et donc, de ce postulat, parlons de Yves Montand et de sa moumoute légendaire. Ça m'aidait beaucoup parce que j'ai essayé d'user ce côté un peu froid en apparence extérieure et bouillant intérieurement, ce que sont en général les gens. Sans se servir de généralisation, ce que sont en général les gens anglo-saxons, du pays anglo-saxon. Ils ont des apparences de grande réserve, alors qu'à l'intérieur... Mais même le plus petit accessoire peut aider. De par cette allure très américanisée, il y dégage une froideur dans sa gestion du ton, de son jeu, et une bouillonnante envie de découvrir la vérité. Il s'inspire beaucoup du jeu de certains acteurs américains en donnant cette interprétation qui est plus intérieure, plus âpre. Et comme dans beaucoup de films de Verneuil, il présentera un personnage qui fera tout pour atteindre son but, même s'il doit aller dans l'inégalité. La preuve avec ce coup de bluff pour qu'on lui redonne l'affaire. Je sors dans une seconde le document authentique qui prouve le contraire et tout se retourne contre vous. Président Henneguer, prendrez-vous ce risque? Oui.
J'ai bien reçu cet ordre. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un autre aspect du cinéma de Verneuil, montrer un homme seul face à une autorité supérieure et réussir à y déboucher une solution par ses propres moyens. Il y a des fois où le héros arrive à s'en sortir et à gagner contre eux, et d'autres fois où la puissance en question est trop lourde qu'il ne peut rien faire. Souvent lorsque l'ennemi est invisible. Mais en suivant le personnage Volney, on peut aussi voir la fonctionnalité de ce pays fictif où, lorsque le dirigeant n'est plus, seuls 6 représentants de l'État contrôlent à même tout le système qui se dit démocratique. Ça nous fait dire que le système est non pyramidal. Puis ça me laisse perplexe de donner les pleins pouvoirs à un seul homme pour poursuivre librement son enquête. Heureusement, on voit que c'est pour qu'on ne lui mette pas des bâtons dans les roues. Et pour que le scénario suive son chemin de croisière sans heurte, on met bien en perspective que Volney ne fait pas ça pour le pouvoir. Nous étions sincères quand nous disions « nous voulons la vérité et toute la vérité ». Mais au fond de nous-mêmes, nous espérions que cette vérité-là serait celle que nous souhaitions. Eh bien, à force de la souhaiter, nous avons fini par la voir. Une bonne petite vérité bien rassurante, qui ne fait pas de vagues, n'éclabousse personne. Une vérité qui écarte les sales rumeurs, dissipe les mystères et garde intacte notre image de barque. Mais s'il n'avait pas été du côté du bien, ça nous laisse imaginer une certaine gravité de la chose de laisser une personne malveillante avoir le pouvoir sur tout. Et donc ça nous positionne sur un questionnement de ces pseudo-démocraties qui ont ce genre de lois qui leur permettent de s'affranchir de toute responsabilité. Mais bon, comme on a vu à la fin, on voit qu'il y a une puissance au-dessus qui l'empêchera d'atteindre la vérité. Et chose qui se démarque sur ce personnage, c'est que c'est un travailleur acharné. Si acharné qu'il ne voit que très peu sa femme. Autre thème qui anime Verneuil, c'est de toujours proposer dans ses romances une certaine noirceur dans ses couples. Bien sûr, il y en a qui, à la fin, vivent heureux, mais globalement, pour que l'histoire avance, il est prêt à ne donner aucun répit à ses protagonistes. L'amour familial et l'amitié seront mieux entretenus. Il montre d'une certaine façon l'amour comme une prison et quelquefois un drame pour faire avancer ses personnages ou avoir une conclusion tragique qui surprend le spectateur comme celui de I comme Icare. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la dernière personne que Volney appelle soit sa femme. Comme si à cause de ce qu'il a découvert, il savait que sa fin était proche et qu'il voulait l'entendre une dernière fois. Elle explique même le titre du film qui, pour certains, trouveront que c'est redondant d'expliquer le mythe d'Icare, que possiblement tout le monde connaît. Pour la peine, je vous laisse avec les explications du mythe. Icare fut enfermé par Minos dans un labyrinthe. Il s'évada grâce à des ailes qu'il fabriqua et qu'il s'attacha sur le dos avec de la cire. Mais dans son vol, il s'approcha si imprudemment du soleil que la cire se mit à fondre. Il perdit ses ailes et tomba dans la mer qui porte son nom. Évidemment, tous les mythes ont un sens qu'il faut dégager du folklore. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité, alors Icare se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Et Minos n'est pas juste une référence sur son précédent film. C'est là que ça donne tout son sens à ce que voulait expliquer Verneuil, dire que s'approcher de la vérité est parsemé d'embûches et qu'on ne pourra certainement pas la voir à cause d'un système ou d'une puissance non définie qui fera tout pour garder les manettes. La recherche de la vérité coûte très cher quelquefois, mais je pense que c'est dans l'homme. Je pense que quand on a la possibilité de rechercher cette vérité, je pense que quelle que soit votre position dans la vie, et si vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'il faut la mener à bien. Et qu'il faut essayer en tout cas, quels que soient les risques. Sinon, il n'y a pas de vie possible, je crois. It's up to you. Rien que le livre au bureau de Volney nous met la puce à l'oreille. Il nous donne donc une meilleure facilité pour comprendre les rouages d'un monde qui continue d'évoluer et qui nous laisse dans l'incompréhension totale. Sa simple idéologie n'a été que le cinéma, rien que le cinéma. Bien qu'on puisse reconnaître qu'il a proposé ce film en montrant à ses détracteurs qu'il pouvait aller au-delà du grand spectacle et donner un équilibre entre le cinéma d'auteur et le cinéma de divertissement. Puis il y a un autre gimmick du réalisateur qui est parsemé dans tous ses films, c'est l'effet miroir. Bien sûr, c'est un style que beaucoup d'autres cinéastes ont utilisé pour décrire la psychologie du personnage et voir ce qu'il cache face à son double. C'est très souvent le cas. Mais à bien y regarder, pour ce qui est de Verneuil, c'est souvent pour donner un ton. Soit c'est pour nous prévenir qu'il va perdre, soit pour donner un rythme à l'action, soit pour présenter les chaînes qui entravent notre héros. Pour la situation de Volney, on ne voit que très rarement son reflet, même sur les vitres de son immeuble. Les seules fois où l'on voit une partie de son visage, c'est lorsqu'il est à la télévision, qui est aussi une nouvelle manière de présenter un visage déformé de la personne sur ce petit écran. Écran qu'il a de plus en plus mis en avant dans cette décennie, au vu de l'évolution exponentielle de la machine et de la démocratisation des
des chaînes de télé. Il est un reflet moderne de ce que l'on cache. Même moi, lorsque vous me voyez sur votre ordinateur ou votre portable, ce n'est pas réellement mon véritable moi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Relax, faut se calmer sur la bouteille. Et par ce cadre télévisuel, il montrera sa rigidité face à la population. On peut avoir 2 moments du film où l'on peut voir son reflet. D'abord à la fin de la séance 1000 grammes, où son image est collée à la photo d'une explosion nucléaire pour exposer cette autorité instable. Et ensuite, c'est lorsqu'il appelle sa femme pour montrer une dernière once de sensibilité qui lui reste devant ce cœur de glace. Puis quand il est dans son immeuble et qu'il contemple le paysage, qu'est-ce qui est reflété sur lui? La ville qui est là pour le consumer et qui y arrivera à la fin, d'où le choc que nous montre Verneuil lors de la cassure du vitrage. Puis pour ce qui est de la direction de la photographie, Jean-Louis Picavet donne une importance des ombres qui s'intensifiera au fil du métrage pour se rapprocher des films américains du genre. Et aussi pour nous préparer à la chute. Pour ce qui est du montage, il fera appel à Henri Lanoé, qui a travaillé dans beaucoup de polars et dans beaucoup de films de Broca. Mais pour ce qui est de Verneuil, il était déjà là pour Peur sur la ville, donc c'est normal qu'il le rappelle. Il a toujours besoin d'une équipe qui soit en cohésion avec lui. De ce fait, les plans sont extrêmement bien alignés pour qu'on soit en parfaite synchronisation des plans et que le spectateur ne voit jamais l'ennui. Il y a aussi une importance du silence pour donner un rythme au film et une certaine tension. Puis le format nous donne un certain renfermement malgré les grands espaces qu'il nous présente. On peut maintenant terminer notre analyse en parlant de la musique du film faite par Ennio Morricone. Vous n'êtes pas sans savoir que leur collaboration a duré pendant une bonne dizaine d'années et qu'ils auront travaillé ensemble 6 fois tout en réussissant à faire que la musique et les films soient en parfaite adéquation. Avec Icom Icare, ce fut leurs derniers travaux ensemble. Donc on ressent dans cette mélodie un requiem, une fin d'une étape. Déjà, beaucoup de ces compositions sont là pour donner une ambiance, sauf celle du début et de la fin du métrage qui représente le commencement de la tragédie et la finalisation de tout ce qui nous a été prescrit pour compléter cette fin de vie. La musique a une utilité importante pour faire avancer le scénario. Et écouter ces 2 thèmes dans des cassettes font ancrer ces airs musicaux dans l'univers de cette fiction. C'est extrêmement intradiégétique. Si on regarde l'évolution de cette collaboration, les compositions du maître deviennent au fil du métrage plus expérimentales, puis beaucoup plus techniques pour achever ce chapitre. Et quel thème! Même là, l'aspect technique y est propice. Cette approche est là pour nous tenir sur la paranoïa et la fatalité de l'œuvre. Et encore une fois, sortir son film en 1979 montre encore un changement dans sa manière de raconter ses histoires, où le côté pop du début de cette décennie disparaît pour aller dans une froideur politique et paranoïaque indissociable. Il montrait l'état d'esprit du public à cette période. Puis j'y vois là une mise en abîme du cinéma. On peut y observer sur la façon dont Volney et son équipe visualisent toutes les cassettes, les pellicules et les images du meurtre, comme des critiques qui analysent, voire suranalysent le film en question en cherchant à chaque plan un message qui pourrait ne pas avoir raison d'être. Il a une indescriptible vision de vouloir nous amener au-delà de ce que l'on voit. Le regard est vraiment important sur les personnages et les images, ainsi que pour nous, si on veut y décortiquer quelque chose. C'est pour moi un film d'auteur ambitieux et aussi un film de divertissement et d'action. Le mélange parfait. Donc à sa sortie, le succès était au rendez-vous et il sera pour la première fois nominé au César du meilleur scénario, à la meilleure musique, au meilleur film en 1980, mais il n'a pas celle du meilleur réalisateur. Ah! Et il n'aura malheureusement rien obtenu. Ils seront donnés à Polanski pour Tess, pour ce qui est du meilleur film, Delerue pour la musique, et Blier au meilleur scénario pour Buffet froid. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Mais bon, laissons ces sujets insignifiants, parce que pour moi, il a déjà obtenu le trophée du cœur des spectateurs. C'est comme ça que par la suite, il terminera sa trilogie politique en proposant 1000 milliards de dollars, qui s'attaquera cette fois à la mondialisation et au journalisme. Autre film passionnant que l'on traitera une autre fois. Il reviendra ensuite dans le cinéma grand spectacle et populaire avec Les Morphalous. Sans doute avait-il une envie de retrouver une dernière fois Michel Audiard et Jean-Paul Belmondo. Ce n'est pas son meilleur, mais ça reste divertissant. Par la suite, il s'éloignera du cinéma pour se consacrer à la littérature, où il écrira son autobiographie sur sa vie, l'amour de sa famille, ainsi que de ses origines, Mérig, livre qu'il adaptera dans les années 90 en 2 parties. De quoi terminer sa carrière sur du cinéma intimiste. Je pourrais vous répéter ce que j'ai dit avant, que Henri Verneuil n'est pas qu'un simple exécutant, qu'il a ses thèmes de prédilection qu'il aime aborder dans ses trentaines de longs métrages comme L'homme contre tout un système, L'homme de la France profonde qui fait tout pour vouloir changer sa classe établie, mais que la réalité le ramènera là où il est, ou encore bien pire. Ou bien je pourrais vous reparler de ces personnages qu'il aime toujours les montrer comme des grands enfants. Surtout chez les hommes. Avec aussi la présentation de personnages féminins qui rêvent d'une nouvelle vie de liberté, d'un nouvel horizon, d'un nouvel ailleurs, mais que le monde où cette femme vit le rattrapera pour la ramener dans le droit chemin. Je pourrais aussi vous parler de ses rencontres avec les grandes stars de l'époque, ou encore de l'américanisation de ses films, tout en gardant l'aspect purement français, mais non. Je me dois d'expliquer ce qu'est un film d'Henri Verneuil. Tous ces films ont une conjonction à la norme qui se suivent sans jamais que le spectateur ne soit déboussolé
tomber ou qu'on aille dans le misérabilisme. Chaque acte est écrit pour faire avancer les péripéties du personnage et pour nous surprendre. Il a aussi une manière de raconter ses histoires qui se rapproche des contes orientaux. C'est aussi par sa manière de toujours filmer le plan parfait pour qu'on suive complètement la conversation et que le rythme ne soit jamais interrompu. Je pense que c'est beaucoup dû à ses origines orientales où raconter une histoire se faisait beaucoup à l'oral et que là pour ses films et sa caméra, il nous fait voyager. On a donc là l'importance dans certains de ses films de montrer le mal du pays et la peur du retour dans le pays d'origine en voyant les souvenirs complètement changés par l'évolution de l'urbanisation de la société. D'où son amour du monde rural et de la province. Il le doit beaucoup à son père. Peut-être que vous trouverez qu'il n'a pas de mise en scène, mais je trouve au contraire qu'il en a une, mais de façon plus invisible, où l'on sait que c'est du Verneuil, par la puissance du cadre pour contempler tout ce qui est autour du personnage, par sa manière de suivre ses acteurs pour pouvoir suivre leur histoire en ne restant pas sur des plans fixes et en pouvant mieux comprendre leurs sentiments. Il montre aussi une certaine envergure du cadre qui décrit encore plus le lieu, la vie du protagoniste, pour être imprégné par cette histoire. Et sur chacun de ces films, je trouve qu'on y décèle une nouvelle inventivité, une nouvelle manière de mettre en scène un plan. Lorsqu'on sait que c'est du Verneuil, c'est parce que cela vibre, cela vit, et surtout, cela est diantrement cohérent. Il est là pour nous divertir, nous conter une belle histoire. Parce que c'est un cinéma efficace, vrai, qui ne lâche pas le spectateur et qui l'amène dans une direction où le metteur en scène a décidé qu'il amènerait le spectateur. Et c'est pas si facile que ça à faire. Bien sûr. Hein? Mais beaucoup de ces films sont extrêmement noirs si on s'y penche de plus près pour que le suivi de la vie du personnage reste logique. D'ailleurs, il ne regrettera jamais ce qu'il a proposé. C'est toujours une nouvelle expérience pour pouvoir s'améliorer tout en proposant un film qui soit bien ancré à son époque. Ses œuvres ne sont jamais choisies par hasard. J'ai sans arrêt été heureux dans ma vie parce que je n'ai jamais fait le même film. À chaque fois, c'est un nouveau genre qu'il nous propose. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il filme, il dit « Un grand cinéaste a dit un jour qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'ouvrir une porte de cinéma. J'ai toujours filmé pour savoir qui était derrière cette porte et ce qui allait se passer de l'autre côté. Ainsi commencent les histoires simples. La porte peut aussi s'ouvrir toute seule sur une pièce vide et puis plus rien. Mais cela, c'est déjà le niveau supérieur et demande l'aide précieuse de ceux qui viendront vous expliquer qui était cet invisible ouvreur et le sens profond du néant derrière la porte. » Et pour retrouver cette phrase, c'est dans ce livre, Le cinéma d'Henri Verneuil. Et derrière cette porte, je vois d'autres héritiers du réalisateur qui auront et pourront, j'espère, autant marquer les esprits des spectateurs que lui. Parce qu'il est impossible qu'il n'ait inspiré personne, que ce soit en France ou à l'étranger. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de découvrir ou redécouvrir ces films méconnus, qui sont tout aussi intéressants, où ils présentent de simples personnes qui vont parcourir une grande aventure et une grande clairvoyance de la vie. Bien que j'ai dit que son cinéma est là pour nous divertir, si on s'y penche un peu plus, il veut donner une réflexion, des clés à son spectateur pour aller au-delà du film. C'est ce que fut sa trilogie du complot. Il est toujours en apprentissage du monde qui nous entoure, où nos vices peuvent nous entraver et nous corrompre. Ce n'est que par la force des choses et par l'objectif de s'élever contre les classes dominantes qu'il apportera une certaine vérité, sa propre vérité. Dis donc, c'est très conspirationniste tout ça, dis-moi. Oh, tout de suite les grands mots. Henri, comme vous l'avez compris, est quelqu'un qui m'a fait voir la grammaire cinématographique d'un film où, en plus du dialogue, l'image peut signifier autre chose. Et c'est pour cela que pour moi je le considère comme un auteur et non comme certains diraient, un simple faiseur de films grand spectacle. Et pour la fin de sa vie, il aura l'immense privilège de recevoir le César d'honneur en 1996 pour l'ensemble de sa carrière, donné des mains de Alain Delon et Claudia Cardinal. Et puis en décembre 2000, il sera élu à l'Académie des Beaux-Arts, de quoi boucler la boucle à ceux qui l'ont longtemps considéré comme un simple cinéaste qui ne marquera pas les esprits. Que nenni! Et il terminera avec son discours qui écrira une dernière fois tous ces critiques du domaine de l'art, pour ainsi partir parmi les étoiles le 11 janvier 2002. Tout au long de ce demi-siècle, je n'ai jamais oublié ce que Raymond Queneau disait du cinéma. En dehors des milieux intellectuels, le cinéma est né dans les kermesses, a vécu dans les faubourgs et s'est épanoui à l'aide des gens cultivés. Tout au long de ces 50 ans, j'ai assisté aussi à la naissance d'un cinéma qui sacrifie souvent son instinct, son lyrisme et ses jaillissements à quelques satisfactions narcissiques et cérébrales. Il y a plus de 50 ans déjà, le cinéaste René Clair nous mettait en garde contre cette maladie du siècle. L'ennui de nos jours, c'est l'être de noblesse. Il fait sérieux, distingué, intellectuel, et aux yeux de certains, un spectacle ne peut être tout à fait délectable s'il n'est plus ou moins assaisonné d'un zeste d'ennui. Depuis 50 ans, nous sommes très nombreux avec cette certitude que le cinéma sera populaire ou ne sera pas. André Malraux fut peut-être l'intellectuel qui a le mieux compris le cinéma, en le définissant par deux mots antinomiques. Le cinéma est un art et une industrie. Tout est dit. Par cette phrase, je pense qu'il est possible de faire coexister le cinéma grand spectacle et le cinéma d'auteur où l'on peut voir des sous-lectures qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et par cela, il nous contera une grande histoire qui émerveillera tout le monde.
Parce que l'origine du cinéma est avant tout de raconter une histoire, qu'elle soit simple ou complexe, pour avoir une once de voyage et de réflexion, comme ce fut le cas pour Henri Verneuil et bien d'autres qui raconteront d'une autre façon, mais que comme tous, l'aventure sera là, ainsi que le monde imaginaire que le cinéaste en question proposera. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Allez, un dernier voyage de son cinéma pour la route. Mes enfants, vous avez un talent superbe. C'est formidable. Attention, on va tourner.